Ça va, Horatio? Donc, le fond est déjà prêt, donc il n'y a que, que le portrait à faire. Donc, toi, tu es paré alors? Dans la proportion de l'écran, peut-être qu'il faut que tu sois un peu plus grand par rapport aux autres portraits, mais juste avancer un tout petit peu. M'avancer un Parce que petit sinon, peu? ça fait... Voilà, ouais. D'accord. Sinon, ça fait n'importe quoi. Parce que je dessine tout ce que je vois dans l'écran, c'est-à-dire qu'il y aura la caméra, il y aura tout le reste. Ah, d'accord, Donc, en ok. fait, la proportion, ça va être... Est-ce que ça te va là? Ça va, ça va. Ok, ok. Voilà. En fait, là, l'outil que je vais utiliser, enfin, que j'utilise là, je commence, hein, enfin, c'est du fusain de sol. Donc voilà, c'est un outil voilà, qui simule le fusain, mais qui a qui a la même texture, enfin, la même façon de l'appliquer, quoi. La révolution technologique, c'est du même ordre que la peinture en tube, par exemple, et qui permettait au peintre de peindre directement sur le motif et pas prendre des notes des couleurs et puis après faire un atelier. Et donc cette confort de transport fait que voilà, je peux partir avec ça et j'ai avec moi des boîtes de pastel, de la peinture à l'huile, voilà, tous les crayons possibles, tous les fusains, de toutes les tailles, toutes les couleurs propres, tous les pinceaux, voilà, tout ça là. Il n'y a pas, pour moi, cette hiérarchie entre, voilà, qui existe, hein, entre les outils traditionnels et les outils virtuels, en fait, c'est ça. C'est une hiérarchie qui est juste une convention. Au niveau de la facture de l'œuvre, du geste, ben c'est le même geste, que je fasse ça avec un pinceau ou avec un stylet, c'est le même geste, c'est toujours moi qui le fais. C'est pas l'ordinateur qui est en train de faire le dessin à ma place. La seule chose que je prends différent de l'outil traditionnel, c'est le fait le paume Z, voilà, le fait d'aller en arrière. Ça, c'est quelque chose que vraiment magique, parce que dans l'histoire de l'humanité, jamais aucun artiste a pu reculer dans le temps, dans sa production. Une anecdote drôle, c'est que quand j'ai commencé à utiliser cet outil et les premières fois que j'ai utilisé passer la peinture, en finissant de travailler, je suis allé me laver les mains parce que j'avais le réflexe que voilà, après avoir travaillé, je devais avoir forcément les mains sales et c'était très drôle. Enfin, c'était à ce point réaliste que l'expérience est la même. La seule différence, c'est qu'on ne sent pas dans la térébenthine quand on choisit trébenthine ou des choses comme ça, mais bon. Donc, ce portrait va rejoindre une série. Oui, c'est une série parce que le cadre, c'est toujours le protocole. Voilà, c'est que ce soit sur Skype, que ce soit fait sur cette tablette, que les modèles soient distants. Voilà, je vais pas faire ça avec quelqu'un qui est dans la chambre à côté. Voilà, que ce soit fait en une séance, voilà, assez vite, donc dans une demi-heure, 40 minutes, voilà, c'est pas plus.
c'est le souvenir d'un moment, et j'aime bien de travailler avec des différentes techniques aussi. Donc utiliser non seulement l'outil informatique, mais aussi l'outil, que le modèle aussi soit ramené par la technologie, enfin loin. Donc c'est qu'il y ait les deux, enfin la totale au niveau de la distance entre le modèle et l'artiste, et entre l'outil et les matériaux. J'aime pas l'idée de... Cette idée de... On va être complètement libre devant une toile ou devant une sculpture, enfin la matière, et de faire... de se laisser aller, de faire quelque chose, ce qui sort de soi. Parce que ce qui sort de soi, de façon spontanée, sans n'en penser, généralement pour moi c'est pas intéressant. L'approche que j'ai, enfin, ou la façon dont je vais voir les choses, c'est avec mon cerveau. Donc il faut que ça excite ma pensée. Et quelque chose qui sort complètement comme ça de soi, voilà, si je vois quelqu'un se faire... Pour moi c'est comme si je voyais quelqu'un se faire écraser par une bagnole, voilà. Ça sort de lui, mais bon, c'est du sang, voilà. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quand il y a quelque chose qui a été pensé et que je dois faire face à cette pensée. Et là-dessus, il y a du jeu. Quand on joue contre quelqu'un. Dans le jeu, il y a des même quand on joue contre soi-même, hein, en fait, dans le solitaire, mais il y a toujours un défi, il y a des règles. Il faut qu'il y ait des règles, et donc c'est à partir du moment où il y a des règles, on commence à pouvoir résoudre ou pas un problème. S'il n'y a pas de règles, je m'ennuie. Donc ce qui est paradoxal, c'est qu'on s'attend à qu'un artiste, la liberté, il la trouve dans l'absence complète de règles. En fait, pour moi, c'est exactement le contraire. La liberté, tu la trouves quand tu as créé tes règles, donc tu détermines un protocole, et quand tu tiens à ce protocole. Si ce protocole change tous les 2 jours, en fait, le résultat il devient mou, inintéressant, etc. Donc, dans tout mon travail, il n'y a que des protocoles. Ce que tu me présentes là, c'est une série également? Oui, en fait c'est une série qui est finie, en fait, elle n'est pas ouverte, puisque chaque pastel est relié à l'autre et il y a un ordre précis. On ne le voit pas au premier abord, on voit juste un ensemble de pastels, mais si on fait attention il y a des petits carrés en fait qui se déplacent, en fait, qui partent d'un pastel et qui vont se greffer au suivant en occupant la place laissée par le trou du précédent, en fait. Et donc ça fait un cercle. C'est-à-dire que le premier est relié au deuxième, le deuxième au troisième, ainsi de suite, jusqu'à arriver au léopard qui se retrouve dans le visage humain. Et donc ça rejoue la définition de comestible dans Bierce, dans le dictionnaire du diable, donc qui dit qu'être comestible, c'est d'être susceptible d'être mangé, comme, donc il fait la suite d'animaux, jusqu'à arriver à l'homme, et l'homme mangé par le ver de terre, donc qui est lui mangé par une fourmi, une araignée, une mantis religiosa, etc. Bon, ça part d'une phrase humoristique qui donne une règle. On dit, est-ce qu'on peut le faire en peinture? C'est-à-dire, est-ce que la peinture peut se manger elle-même, une espèce de digestion circulaire, et donc rejouer cette digestion. Comment ce serait une peinture qui mange une autre? Ben, ce serait comme dans le camouflage, elle deviendrait, elle intégrerait les formes de la peinture mangée à l'intérieur
de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle disparaît, elle se fond à l'ensemble. Donc c'est un peu comme un recyclage, on va dire. Mais là-dessus, c'est un défi en fait on va dire de trouver la bonne image, l'image qui coïncide. Donc il y a énormément de recherche, des heures de recherche pour faire coïncider une image. Donc c'est comme un puzzle, on va dire. C'est comme un puzzle en amont dans la recherche de l'image qui coïncide. Donc il y a de la figuration, mais il y a de l'abstraction, parce que quand on considère le petit bout carré, par exemple, qui sort de là, du lombric, qui n'est plus là, hein. En fait, là, il a été remplacé par les lèvres de Paul Newman, mais quand on enlève ce bout du lombric, qui se retrouve là, quand on l'a, on peut le pivoter dans tous les sens. La règle que je me crée, c'est de dire, il faut qu'il soit intégré dans une fourmi. Donc il faut que je trouve une image de fourmi, et ça aurait pu être une bout d'une de ses pattes, ça aurait pu être autre chose. Mais à un moment donné, j'ai trouvé, ça cale bien avec l'antenne qui part au premier plan flou. Voilà. Et donc, une fois qu'elle est mise dedans, elle va se fondre. Donc quand je dis qu'il mangerait l'autre, qu'il digérerait l'autre, donc qu'il serait comestible pour l'autre, elle est comestible dans le sens d'être camouflée, d'être intégrée dans les couleurs, dans les masses, dans les lignes, en fait. Voilà. Donc il y a tout un travail préalable de recherche d'images et de montage avant de peindre c'est des pastels à l'huile, toutes les images, et après refaire ce que j'ai fait sur l'ordinateur, c'est-à-dire découper chacune et au scalpel et la greffer comme une opération chirurgicale dans le suivant. Et ce jeu, il est perceptible si on fait attention d'où vient chaque chose, on comprend comment c'est fait. C'est-à-dire que c'est pas du collage, c'est de la greffe. Ça occupe le vide laissé par le prélèvement suivant, en fait. C'est toujours la question de la vitesse du regard. Est-ce qu'il va faire attention à la greffe là-dessus, au détail, ou est-ce qu'il va juste survoler et dire c'est des animaux et un humain, point. Et dans nombre de mes pièces, elles sont faites pour un public qui est curieux et qui va regarder de près les choses, en fait. Et essayer de comprendre quelle est la logique qu'il y a derrière, en fait. C'est pas... quelle est la règle du jeu, en fait. C'est plutôt c'est des pièces, on va dire, qui cherchent c'est plutôt cérébral, et puis après il y a de l'exécution, mais on n'est pas dans l'expression, on n'est pas dans quelque chose de complètement libre. On part d'un problème, c'est la solution à un problème. Il y a des fois des choses qu'on te dit, on nous conseille, on nous donne des grandes vérités, et qu'on garde. Voilà. Et je me souviens qu'on m'avait dit, on n'a qu'une idée dans la vie, et on l'a avant les 23 ans. On a une idée, point. Voilà. Et voilà, donc soit on le prend, soit on nous dit cette phrase avant les 23 ans, et on attend les 23 ans avec angoisse, soit on l'a dit à 25 ans, et on se dit, merde, je l'ai pas eu, c'est raté. Mais cette espèce de phrase un peu absurde, voilà, et péremptoire, on dit voilà, avant la 23. Mais la question c'est qu'on me l'a dit, hein, avant la 23. Et je me souviens, j'avais déjà eu, j'avais 40 ans, et je l'ai pris, et dit, si on la traite au sérieux, c'est-à-dire que, soit je l'ai eu, soit je l'ai pas eu, cette idée. Du coup, comme il y avait eu deux idées, je me suis dit, bon, on va la chercher. Puisque je l'ai eu avant les 23 ans, donc on va aller le chercher dans les productions que je faisais avant les 23 ans. Et c'était intéressant l'état d'esprit d'aller chercher une généalogie d'une idée. Je me dis, bon, si c'est vrai, est-ce qu'il y avait les traces de ça avant? Et j'avais trouvé un dessin dans lequel il y avait, voilà, c'était un dessin d'une installation, une idée pour une installation, dans lequel il y avait
2 échelles, donc un espace vide avec 2 échelles et le mot parfait écrit énorme. Donc voilà, il y avait 2 échelles. Donc si tu montais par cette échelle-là, tu trouverais un tout petit mot qui disait que tu ne pouvais pas voir je suis un. Donc après, il y avait le mot parfait énorme. Puis tu descendais l'escalier, tu remontais dans l'escalier et tu avais un tout petit mot qui disait imbécile. Donc c'est-à-dire que quand tu rentrais, tu voyais le mot parfait, et puis si tu faisais l'effort de monter pour voir tout petit, tu voyais je suis un parfait imbécile. Et cette idée, j'avais faite, hein, voilà. Mais je l'avais trouvée et je me suis dit, il y avait déjà un jeu sur le fait de se déplacer, avoir une première image, donc parfait, une première abord, et puis un effort pour essayer de, voilà, après un certain effort, monter et descendre l'escalier, on revoyait le mur différemment, c'est-à-dire qu'on voyait la phrase complète. Donc, je pense que quand j'avais trouvé ce croquis, j'avais vu tout le reste de mes idées à travers ce prisme. C'est-à-dire que je m'étais dit, ah bon, peut-être que le fil conducteur ou l'idée que j'avais eue, c'était de montrer quelque chose, ne pas montrer, voilà, plutôt ne pas montrer au premier abord ce qu'est. Voilà, dire, il faut travailler pour comprendre cette chose. Je vais vous faire du sport, voilà, faire monter des escaliers pour pouvoir comprendre cette chose-là. Et ça va pas être facile, et l'accès à la chose, il y aura une récompense après. Donc là, l'idée, c'est de peindre une voiture et rayer la peinture de la voiture. Donc c'est-à-dire que quand on raye la peinture de la voiture, ce n'est pas la représentation de la voiture rayée, mais la rayer vraiment, la peinture, donc en tant que toile. Et pour ça, 2 étapes. Je peins d'abord une voiture, et après, voilà, ça prend un certain temps, et après un temps très court, qui est le temps de rayer la voiture, qui doit être quelque chose de discret et pas trop pensé. C'est ce geste-là, en fait, de quoi il s'agit, cette peinture, de la rayer. Donc après, est-ce qu'elle peut être ratée ou pas? Je sais pas, à partir du moment où il y a l'idée de rayer la voiture, enfin bon, il n'y a pas beaucoup de façons de la rater, à moins de percer la toile. Voilà. Donc j'ai choisi pour ça une clé qui est suffisamment affûtée, et de descendre la toile au niveau, de sorte qu'on puisse, en marchant, rayer comme avec une vraie voiture, en fait. Donc qu'on n'a pas à surélever, et qui n'est pas non plus un geste dans lequel on maîtrise, on a une vue de ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire que généralement quand on peint, on essaie de voir ce qu'on peint, et dans ce cas-là, ça va être un geste qui ne voit pas vraiment la peinture. Je découvrirai après le geste que j'ai fait. Il faut juste que je fasse attention de ne pas traverser la toile, c'est tout. En fait, l'idée de départ, c'est de dire entre la représentation de quelque chose et la chose vraiment là, donc on va dire, dans les gestes de peindre, on est toujours en train de mentir, hein. En fait, on passe quelque chose de 3D en 2D. Par contre, la rayure en elle-même, ce geste-là va être un geste vrai parce que je serai en train de rayer quelque chose. Je ne vais pas représenter la rayure avec un petit pinceau en dessinant toutes les raflures, etc. Mais ça va être quelque chose qui sera vrai. Donc il y aura un peu de vérité dans cette peinture. Ça, c'est un peu l'idée. Après, il y a le jeu de mots aussi. Enfin, je pourrais dire que j'ai rayé la peinture de ma voiture, et ce sera la peinture de la voiture. Vraiment, c'est pas... Voilà, c'est pas, je dis toujours la vérité dans le titre aussi.
Ben, c'est comme les constats, il faut s'approcher, c'est pour voir le détail, et puis ça déborde, pas rester que dans la voiture, sinon c'est pas la peinture de la voiture, ça peut être juste dans la voiture. Donc la peinture est là deux temps, un temps dans lequel on voit juste une voiture, et puis si on regarde la peinture, donc c'est une récompense pour ceux qui regardent la peinture de près, et la facture, on va voir ce geste-là, et on peut le suivre par différents endroits. Il y a des endroits où on le voit moins, mais il y a toujours une entrée. Donc je pense que l'entrée, soit c'est la fin du trait qui déborde de la voiture, soit c'est l'enfoncement dans la carrosserie. Et après, comme ce geste-là, il faut s'approcher pour le voir, on perd de vue l'ensemble et on va se coller à la toile. Voilà, c'est inciter le spectateur à chercher le détail, en fait. Regarder de près les choses, quoi, et pas émettre un jugement hâtif là-dessus. Et quand tu parles de récompense, après, c'est quoi la récompense? Ben, la récompense, c'est du plaisir dans la vie quand on passe à côté de plein de choses parce qu'on est impatient. Donc là-dessus, une expérience de ce genre en galerie, ça peut être aussi des choses à appliquer après dans la vraie vie, on va dire. C'est-à-dire que ne pas juger trop hâtivement, laisser le temps s'approcher, prendre le temps de regarder avant d'émettre tout de suite, dire oh, c'est une voiture. Point. Donc, il n'a pas une voiture, ah tiens, hop, il y a plus à voir que juste... cette peinture n'a pas d'intérêt du point de vue de la facture. Donc elle a intérêt du point de vue de l'avant-après, ce petit geste qui est vu comme une erreur, un accident, et quelque chose qu'on a envie soit de réparer, soit qui gêne parce qu'il y a une erreur, jusqu'à ce qu'on comprend que c'est voilà, c'est la chose qui m'a amusé et qui a motivé que je le fasse, en fait. C'est pour ce petit moment de plaisir. Voilà. Dans mon cas, c'est pas la peinture, c'est un moyen pour jouer à certaines idées. Voilà, pour appliquer certains protocoles. C'est pas de la peinture. Il n'y a pas une volupté là-dessus. Voilà, c'est pas le plaisir de peindre. Ça m'intéresse pas, le plaisir de peindre. D'ailleurs, ça se voit dans ma peinture que c'est pas une peinture qui a voilà, je suis pas dans le plaisir de la peinture. Ça se passe ailleurs, ça se passe dans le cerveau, dans des négociations et des stratégies. Qu'est-ce que tu vas me montrer, Brassio? Alors là, c'est des carnets de dessin dans lesquels je faisais un travail quotidien. C'est-à-dire que j'ai dessiné tous les jours quand j'étais aux Beaux-Arts. J'ai commencé à avoir une pratique suite à un prof qui nous avait conseillé pour changer sa façon de dessiner, ou si on était ennuyé de notre, on va dire, notre trait ou notre style ou notre façon de faire les choses qu'on savait faire. Il nous avait conseillé soit de dessiner tous les jours, même quand on n'a pas envie, pendant 5 ans, et sur des carnets ou voilà, n'importe où, mais bon, en se créant une règle, et soit de ne pas dessiner pendant 5 ans, même quand on a envie, surtout quand on a envie. Et du coup, il y aura quelque chose au bout de ces 5 ans qui aurait changé. Donc
c'était pas du tout un conseil de il faut que tu dessines comme ci, comme ça, ou il faut que tu prennes ceci comme modèle, ou il faut que tu... voilà, il n'y avait absolument aucune indication technique. C'était juste l'idée, on va utiliser le temps comme une matière. C'est-à-dire que 5 ans, on va prendre 5 ans, on va juste faire comme si tu faisais du sport, et tu ne te préoccupes pas de ce qui se passe pendant ces 5 ans. Tu ne juges pas la production pendant ces 5 ans. Le rendez-vous avec la nouvelle façon de dessiner, ce sera au bout de 5 ans. Pendant 5 ans, tu mets en sourdine tout ton jugement. Ce qui est intéressant parce que une des choses qui bloque au moment de dessiner, c'est quand en même temps qu'on produit, on est en train déjà de juger. Et ça, c'est une des principales choses à éviter quand on dessine. Il faut qu'on se concentre sur l'envie, le plaisir, sur des problèmes, etc. Mais surtout pas juger en même temps. Quand je dis juger, c'est de se préoccuper du jugement. Enfin, voilà. Et donc j'ai choisi un format. Donc c'était un format qui était facile à mettre dans la poche. Et je me baladais toujours avec des vestes, avec ce truc dans la poche, et un crayon, un stylo, enfin quelques outils, mais très vite c'est passé à... J'allais dans le café, je dessinais au café avec la cuillère, j'avais une amie qui avait du rouge à lèvres, je lui prenais son rouge à lèvres, je faisais laisser des empreintes sur les carnets, des feuilles, enfin il y avait plein d'objets du sang, je me souviens que c'est... Voilà, tiens, là c'est du sang de mon frère qui s'était blessé. Des choses qui après ils ont vieilli en fait. Ça c'est du sucre quand une amie a pris des cours pour faire des gâteaux. Ça c'est du café. Ça c'est des ciseaux tout ce qui était un peu à portée de main finissait sur le carnet en fait. Mais toujours avec cette contrainte, il fallait que ce soit un par jour. Donc, je peux te montrer quelques-uns. Ça c'était la rouille à Venise, en fait j'ai arraché les affiches, tu vois. Là il y avait, tu vois, 2, et donc je prenais l'autre, je le tournais. Et donc je tournais, donc c'était ça en 3 couleurs, et en tournant le bras, t'avais l'autre qui est baladé. Ça c'est du café. Donc c'était drôle parce que j'étais à Gare de Lyon, j'ai fait ça au café à Paris, arrivé à Venise j'ai pris un café. Tu vois la différence des 2 cafés. Ah oui, t'as raison. Et j'ai fait exprès. Je me suis dit, tiens, voilà, ça va être le serré. Et ça garde avec le temps. Hein. Génial. Voilà. Il y a des fois où, par exemple, ceux-là, comme j'étais en train de peindre à côté, j'avais la palette. Donc, il y a des fois où ils sont peints parce que il y avait plus de peinture, parce que j'étais en train de peindre à côté. Donc ça faisait... Celui-là il est très drôle parce que j'avais fait du collage et j'ai pris tout ce qui restait découpé à la table et je l'ai collé. Je me suis dit je vais recycler les bouts. Et, voilà. Là tu as un travail au scotch, c'est-à-dire que je peignais là. Ce scotch-là, je le posais quand la peinture était fraîche et je le reportais. C'est-à-dire que là, dans sa propre peinture, tu as une sorte de greffe d'un comestible. Et au bout de voilà, même pas un an, à un moment donné, Canson a arrêté de faire donc, ces carnets-là. Et c'était assez inattendu, c'est-à-dire que voilà, c'est là où je me suis rendu compte que c'était comme une sorte de rituel, et que voilà, qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc j'essayais de changer sur d'autres carnets, et là je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, je m'étais habitué à un type de papier.
et que les autres papiers ça allait pas, que ça me dérangeait, je commençais ces carnets et puis en fait ça buvait trop, ça ne réagissait pas pareil, et que en fait ce que j'avais surtout appris, j'avais appris ce carnet Canson et une façon de l'intégrer à ma démarche dans la rue en fait. Et quand les Cansons sont finis, ben, j'ai commencé à essayer sur d'autres supports jusqu'à ce que j'ai trouvé en fait que je pouvais faire ça sur mon smartphone, sur mon iPhone. Donc, et là du coup, c'était quelque chose effectivement que je pouvais porter dans la poche, et je commençais un dessin par jour, mais c'était pas la même chose, c'était pas un dessin différent chaque jour, c'était un seul dessin qui commençait à se modifier. Donc je partais du dessin d'avant. Donc c'est pas la même chose, mais c'est quand même, ce que j'ai gardé, c'est ce côté quotidien. C'est-à-dire que le fait que chaque journée avait un moment pour faire un dessin, pour dessiner. Donc ce qui était constant, c'était la pratique. Au point d'oublier, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on se dit « Ah ben j'ai pas dessiné », si, j'ai dessiné parce qu'il y avait le dessin du jour. À un moment donné, il y a eu 1 heure ou 20 minutes qui ont été pris pour modifier ce dessin. Voilà. Sur les smartphones, on a commencé à pouvoir dessiner au doigt. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si, puisque le support numérique n'a pas de déperdition, en fait, il n'y a pas de feuilles qui s'effritent, qui se fatiguent, il n'y aura pas de carnet qui a à fabriquer, dont on arrête la fabrication. Qu'est-ce qui se passe si je pars d'un dessin et que je commence à le modifier? Donc plutôt que faire un dessin complètement différent par jour, je pars d'un premier dessin et je le modifie jusqu'à ma mort. Et je fais ça, j'ai commencé juste avant mes 40 ans, donc 2 mois avant, j'ai commencé. Et puis ça fait 8 ans que ça dure. Et c'est un travail aussi qui se fait tout seul. En fait, à partir du moment où on a un travail quotidien, c'est un peu comme se laver les dents, c'est-à-dire qu'on n'y pense plus. Et au bout de 8 ans, on voit une œuvre qui, quand on met bout à bout en vidéo, si on passe dans chaque dessin, je sais pas, 1 seconde, c'est du temps, c'est long à voir. Et effectivement, il y a des jours où j'ai plus de temps, donc il y a énormément de transformations. C'est pas une vidéo, c'est pas 24 images secondes. Il y a vraiment beaucoup de transformations, donc il y a le temps de voir. Et puis le lendemain, ça peut disparaître. Donc du coup, on peut pas sauter d'une image à l'autre comme ça quand on feuillette. Donc on a fait plusieurs essais, des supports, des flipbooks. Enfin, je pense que c'est une œuvre qui pose un problème sur comment s'incarner, parce que comme le temps en fait, est-ce qu'on la voit en format comme une vidéo, est-ce qu'on la voit tous les jours, et si on l'a pas vu tous les jours, c'est pas la même expérience, est-ce qu'on la lit comme une série d'images, donc dont on choisit une et puis on la voit en tant que telle, voilà.
ce qui m'intéresse, c'est les transitions, comment on passe d'une image à l'autre. Donc des fois, comment on sent que comment on va sortir de cette image. Donc on est un peu piégé par la structure, on se dit ah, tiens, s'il faut que tout bouge, ou qu'on bouge une caméra, il faut redessiner tout. Hein. Et puis de quelle façon on va s'échapper de l'image. Ça passe par l'abstraction, ça passe par des zooms ou des nouveaux personnages qui apparaissent, ou des transformations, ou des... Voilà, le fait que ce soit quelque chose tous les jours, c'est comme pendant la nuit, on a oublié cette image, quand on la ouvre et on la voit le lendemain, on voit autre chose. On dit ah tiens, ça on dirait ceci, et hop on part sur cette nouvelle direction qu'on n'avait pas la veille. Donc Horatio, on a traversé Paris. Tu voulais me montrer ça, mais je comprends pas bien ce que c'est un mur blanc en fait, non? Presque. Presque blanc en fait. C'est le genre d'œuvres qui sont tellement grandes qu'elles passent inaperçues et dans laquelle c'est intéressant de voir comment elles vont jouer avec notre position. C'est une œuvre de qui? C'est une œuvre de Sol Levitt. Et donc c'est une œuvre c'est un dessin sur un mur et qui comporte, qui obéit à des règles, en fait, comme dans des règles de construction qui font que n'importe qui peut le faire. Voilà. Mais qui me plaît parce qu'elle passe inaperçue tout en étant gigantesque pour la plupart des gens. Donc, mais c'est un peu comme les accidents de voiture ou quand il y a quelqu'un qui regarde vers le haut et t'as tout le monde qui commence à regarder vers le haut. Il suffit qu'on s'approche et qu'on essaie de regarder pour qu'on donne la clé et l'entrée à d'autres gens sur comment elle fonctionne. Mais c'est intéressant parce que c'est un outil qui est un crayon, donc une pointe toute petite sur un mur énorme et qui nous oblige à ajuster l'œil. C'est-à-dire que quand on est écarté à la distance pour voir tout le mur, l'œuvre disparaît complètement et elle n'apparaît que si on est près ou si on est complètement en biais, de sorte que les traits vont se coller et apparaîtra un arc-en-ciel. Et on est un peu comme dans une empreinte digitale, enfin c'est très proche d'une empreinte digitale, donc c'est un peu comme quand on se dit tiens, en fait ça forme partie elle est en moi, cette œuvre, et on commence à se regarder, on regarde le corps et on regarde un peu on s'approche à quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur du corps. Par exemple, quand on ferme les yeux, on voit aussi des taches de couleur, en fait. Et là, à force de regarder ça, si on reste suffisamment de temps, on commence à voir des vibrations de couleurs. Donc, on a un rappel de notre présence. Donc, c'est un peu ça qui est intéressant. Tout à coup, il y a une espèce d'effet miroir et ça rebondit sur notre être ici.
que je trouve intéressant dans ce mécanisme-là, d'une œuvre qui demande un œil qui s'ouvre sur une grande surface et puis après il va se pointer à regarder quelque chose de extrêmement petit. C'est un peu le même mécanisme que je reprends, sans que ce soit pas du tout le même propos, mais le même mécanisme de distance et curiosité dans la peinture de sketch de la voiture, dans laquelle on voit d'abord une voiture et puis après on va faire un constat du détail. C'est-à-dire que pour ça il faut qu'on s'approche et qu'on oublie l'ensemble du tableau et qu'on regarde en biais, qu'on voit comment la lumière tape dessus. Voilà, c'est ce jeu-là désamorcer ou interrompre l'appareil de jugement, l'œil qui juge, pour le détourner sur un autre sujet. En fait, c'est un changement de sujet. Voilà. On parle d'une voiture et tout à coup, on a raflé ta peinture. Et donc, ça échappe donc au rapport normal qu'on a normé en fait, qu'on a avec l'art. Donc on s'attend par exemple là qu'il y ait quelque chose d'accroché au mur. Puis après on se dit le mur est blanc, donc automatiquement on est attiré par le regard par d'autres pièces de la salle et plein de gens perdent de vue ça. Il y a peut-être un indice qui nous dit il y a quelque chose et c'est ça en fait, cette barrière en bas qui nous empêche de nous approcher et qui n'existe pas dans le mur à côté. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on fait attention, tiens, il y a quelque chose à voir. Donc il faut que je fasse un effort, que je m'approche, que je change de place. Une des choses intéressantes dans une œuvre, ça peut être essayer à guicher ou faire que la personne qui regarde, que le regardeur reste plus de temps avec. Donc quelle est la façon de l'intéresser, lui dire t'as pas tout vu. Donc essayer de repousser on va dire le préjugé, ou cette espèce de vitesse, et d'arrêter les gens. Donc on les arrête avec quoi? Actuellement en art, il y a une tendance à un art spectaculaire, donc on s'en prend plein la gueule, et juste après ça descend, c'est-à-dire que ça monte très, très, très fort, et puis après, il n'y a rien derrière. Donc le contraire serait quelque chose qui, a priori, on a l'impression qu'on le connaît déjà. Donc oui, ça j'ai vu 1000 fois. Mais il y a avec une petite entrée, il y a quelque chose qui me gêne, c'est la même chose que j'ai déjà vu, mais il y a peut-être un détail, un truc qui cloche. Et donc cette petite entrée, cette chose qui fait entrer dans la peinture ou dans une œuvre, c'est un piège. En fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est comment piéger et comment des peintres, quand je vais dans des expos, dans des musées, ont préparé ce piège. Là, c'est une série de peintures sur couverture de livres d'Agatha Christie. Et les peintures sont faites par-dessus la peinture de l'illustration de couverture, on va dire. Et donc, comme c'est des livres de romans policiers, dans la couverture, il y a une peinture qui a à voir avec les indices ou l'arme du crime ou le mobile du crime. Et ce que je fais, c'est d'enlever un de ces indices et en repeignant par-dessus et remplacer cet indice par des pièces d'art contemporain ou moderne qui sont en rapport avec le contenu de cette couverture peinte. Par exemple, dans le cas de l'homme au complet marron, donc on voit un poignard qui s'enfonce dans le dos d'un personnage, et je rajoute une peinture de Lucio Fontana, la représentation de cette peinture qui est, elle, fondue. Et donc l'œil doit savoir où finit le Fontana et où commence ma peinture là-dessus. Donc c'est peinture sur peinture, sauf qu'une des peintures est reproduite par l'impression du bouquin, et l'autre c'est une peinture originale sur le bouquin. Donc l'œil doit distinguer la différence, où commence la vraie peinture là-dessus. Voilà.
Voilà, par exemple là, le jeu c'est de savoir qu'est-ce qui était peint par Tom Adams et qu'est-ce qui était peint par moi. Donc il y a plusieurs façons de rentrer. Soit on reconnaît l'image issue de l'histoire de l'art, donc l'artiste Chris Borden qui se prend une balle dans le bras. Et soit on connaît la couverture d'Agatha Christie et on se rend compte que j'ai enlevé là une statue d'Anubis en reprenant la couleur du fond et que c'est à travers que j'ai gardé chaque éclat de verre et mes peintures sont faites par morceaux en gardant le sang qui était peint par Tom Adams. Donc c'est voilà, c'est un jeu d'indices et de s'approcher et regarder. Donc si on voit où est la matière, donc la matière c'est la peinture originale et la peinture reproduite, il n'y a pas de matière, c'est de la trame d'impression. Donc dans le titre, je donne la clé pour comprendre, ça veut dire que je montre qu'il y a de la peinture par-dessus qui cache quelque chose. Donc il y a on rentre on dit ah tiens, c'est pas qu'une couverture d'un bouquin, elle est peinte au début en cachant des lettres et puis après en cachant une partie de l'image. Donc c'est voilà, des indices dans un livre de policier, c'est quelque chose qui ferme la boucle, on va dire. C'est des choses que tout le monde va reconnaître. C'est la Merda d'Artista de Manzoni et les boîtes de brio de Warhol. L'œil capte, donc quand on est devant l'original, capte le décalage entre les deux matières. Et donc ça, on descend le regard sur la couverture, enfin, l'illustration, et là on peut aussi percevoir, si on s'approche, des déphasages de matière, et donc arriver à comprendre où est l'élément escamoté et où est-ce que l'élément rajouté. Donc il s'agit aussi d'indices et d'un regard qui est un regard de détective privé, on va dire. L'idée c'est de changer le regard du spectateur et ne pas être juste dans l'idée de on va voir du beau. Voilà. C'est aussi un peu ça de quoi il s'agit. J'aime bien l'idée d'une pensée comme un crabe, c'est-à-dire que sauter est de côté. Par exemple, le jour de mon diplôme, j'ai bien eu des titres qui... j'avais nommé ça « passer du Coca Light ». Donc quand à un moment donné, il y a une transformation, un morphing entre un concept et un autre. Donc, et ça me plaît, c'est quand on voit une œuvre et à un moment donné on a compris comment elle fonctionne et juste après on ne peut plus la voir pareil parce que c'est trop tard. On avait mis un premier jugement et après l'œuvre est devenue quelque chose d'autre. Et c'est trop tard, il n'y a plus de retour possible. On sait que voilà, qu'on a été piégé. Quand je dis piégé, c'est dans ce sens.
c'est pareil que pour la voiture, il y a un temps dans lequel j'ai fait d'abord la tartine, et puis après, donc, avec un couteau dans lequel je passe de la confiture dessus, je vais faire le même geste. Ça m'amuse d'utiliser la peinture comme un terrain dans lequel je vais m'amuser. Donc, je vais regarder un peu l'épaisseur pour que ce soit comme de la confiture. Et sans utiliser une... C'est comme quand on fait un couteau. Donc c'est un vrai couteau en fait. Il y a le couteau de peinture et le couteau dans le truc. Donc voilà, l'idée c'est de faire, de tartiner. Voilà, la tartine. En étalant. Je vais tartiner un peu plus. C'est marrant parce qu'on retrouve le type de peinture au couteau qui m'est assez désagréable dans la pratique de peinture, mais peut-être pas dans la pratique de faire des tartines. En fait, c'est dans cette peinture, il y a deux gestes. Il y a le geste de peintre de représenter une tartine avec une assiette, et il y a le geste de tartiner qui est un geste vrai. C'est comme le geste de la rayure. En fait, on n'est pas dans une représentation, on est en train de le faire pour la première fois. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pomme Z là-dessus. Et donc, c'est assez jouissif. En fait, disons qu'il n'y a pas d'idée qu'on va avoir à corriger s'il n'est pas bien. Voilà. Ouais, là on voit j'aime bien parce qu'on voit les gestes du couteau et la pointe du couteau qui est complètement différent que le pinceau qui fait la tartine. Voilà, cette peinture fait partie d'une série qui s'appelle les Aori, et dont la règle, on va dire la règle du jeu consiste à choisir des images au cours de ma vie dans une banque d'images, que je mets dans une banque d'images, et après les reproduire toujours au même format, et en essayant de juste reproduire l'image, c'est-à-dire que je rajoute rien, j'ai juste le cadrage de cette image-là qui a été prélevée, et l'exercice c'est de prendre ces images, les passer dans la boue de la peinture, et de voir comment la suivante va être appelée à cette série. Donc c'est une espèce de jeu, c'est un puzzle, on va dire, un puzzle d'images conceptuelles, comme si on avait des différentes cartes, et qu'il se crée des familles entre elles. J'aime bien quand les objets sont, comme je disais, kidnappés et mis dans la peinture, donc ils sont généralement serrés, donc ils sont coincés dans le format. J'aime bien quand c'est un petit format, c'est-à-dire que le cadrage, il est inconfortable. Par exemple, j'ai un chat, ben je coupe le cadrage, voilà, c'est un peu... je me souviens d'une phrase de Smith, du sculpteur minimaliste, qui avait fait un cube
et donc, qui faisait 1,80 m, voilà, comme ça. Donc, à qui on demandait pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose de plus petit pour qu'on puisse le voir, et il dit je ne faisais pas un objet, donc il dit pourquoi vous avez fait donc un truc beaucoup plus grand si je ne faisais pas un monument. C'est-à-dire que à un moment donné, ce format gêne parce qu'on a un corps et parce qu'on veut voir. Donc les images, quand on a des images et qu'on commence à les couper, à quel moment, quand elles sont serrées, à un moment elles ne peuvent plus respirer, donc il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Donc quand on serre, donc c'est un truc, voilà, c'est quelque chose que je fais souvent dans les Saori, c'est de serrer jusqu'à un moment où ça pourrait être autre chose. Donc une vue sur Mars, bon, ça pourrait être une vue, c'est un détail sur une plage, voilà, parce que voilà, on a serré le cadre jusqu'au moment où l'image peut devenir ambiguë. Et après, il y a aussi la limite entre l'abstraction et la figuration. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser dans voilà, les cheveux d'une statue, c'est un côté un peu comme des cristaux. Voilà, ça devient plus cheveux, ou voilà. À un moment donné, ça passe à autre chose et ça change de champ. Et du coup, maintenant, les images, quand je les choisis, elles sont déjà ambiguës là-dessus, ou potentiellement elles sont ambiguës. Le travail de sélection d'images, c'est ça le travail vraiment des Saori, c'est-à-dire comment choper ces images-là, comment les mettre dans la peinture, et il y a aucun moment, il y a eu une espèce de plaisir de dire ah, qu'est-ce que je vais peindre à un moment où je suis devant la toile. Devant la toile, je sais exactement quelle est l'allure de l'image. Grosso modo, je deviens une machine photocopieuse, enfin, ou peigneuse, voilà, à travers laquelle les images sont digérées et deviennent ces briques-là qui peintes. Donc, en aucun cas, je cherche voilà, à faire des images belles ou, voilà, ou plaisantes. En fait, c'est une série en fait comme une fabrique en fait d'images. Enfin, on s'interroge qu'est-ce qui se passe avec ces images-là qui s'arrêtent 2 instants pendant dans leur flux. Ouais. Donc là, tu es sur le point de finir, c'est ça? Oui, je suis en train de... Là, je vois que tu as les cartes postales sur ton frigo, je pense. J'allais le faire parce que comme et ça tombe juste sous ton oreille, ça fait comme des boucles d'oreilles. Donc... Non, je vais les éliminer. Il y a des choses que je vais éliminer. D'accord. Quand même. C'est parce que l'image... Non, toi, tu ne te vois pas en fait. Si, je te vois. Oui. Oui, je me vois, mais en tout petit, donc j'arrive même pas à voir les cartes. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais. Parce que moi, c'est un plein écran, donc je vois tous les détails. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, je vais bientôt rejoindre la série, alors. Voilà, je pense que c'est le dernier, parce que si je vais demain chez l'imprimeur, s'il dit oui, c'est le dernier. S'il dit le temps d'une semaine, peut-être qu'il y aura d'autres. Bon, vous voyez, c'est fait. Je vais être le premier à le voir. Je te le montre comme ça. Hein. Allez. Ah, c'est super. Ah oui. Il y a quelque chose d'assez ludique dans le fait que j'ai pu te filmer et que toi, dans le même temps, tu aies fait ce portrait. Voilà. Et je tiens à te remercier, Horacio, pour ce moment. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Je suis curieux de voir aussi le double portrait, en fait. Voilà, d'une certaine façon, ouais. Donc on se voit demain quoi, tu m'appelles en tout cas pour qu'on puisse parler de la suite du tournage. Parfait. Je te dis quand j'ai les nouvelles de l'imprimeur et quand je suis libre. D'accord. Ouais, merci Horacio. Merci beaucoup. Salut. À bientôt.
intéressant dans les souvenirs, c'est que généralement on a les souvenirs et soit on a les témoignages des parents, soit on a des photos. Mais avoir des dessins dans ce cas-là fait par mon grand-père, de quand on était petit, il y a déjà voilà, c'est un autre rapport. Et puis j'ai eu la chance aussi qu'il me prêtait ses aquarelles et je pouvais dessiner avec lui. Donc j'utilisais des instruments qui étaient utilisés par quelqu'un d'adulte et plus qu'adulte, un grand-père. C'était surtout la fascination de cette boîte avec plein de couleurs et en métal. Donc c'était des choses d'adultes et tout un rituel, l'eau, les pinceaux, comment il fallait voilà, mélanger, comment il fallait nettoyer. Voilà, il y avait quelque chose d'initiatique là-dessus. Et donc voilà, là on me voit. Ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est que je suis en train de colorer l'éléphant et que les pattes devant ne sont pas encore colorées. Donc il n'a pas juste dessiné un dessin complet, mais je suis en train de faire le dessin. Et comme dans une aquarelle, dans celle-ci, on a les couleurs-ci, on s'amuse à trouver quelle est la couleur de l'éléphant dans la palette qui est là. Bon. Après, il n'a pas poussé la chose jusqu'à montrer le mélange de la couleur. Ils sont des couleurs comme presque informatiques, là, donc c'est très des pixels. Et, après, voilà. C'est des tout petites choses, comme des miniatures. Et, petits éléments, j'aimais bien les animaux. Et celui-là, il est dédicacé pour moi. Enfin, je m'appelais comme lui et comme mon père, donc c'était un autre. Dans laquelle je suis aussi en train de dessiner, mais les couleurs se conservent assez bien, hein, quand même. Donc la feuille est jolie, mais voilà.